Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information à la une de ce journal. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le parcours de celui qui a été un pilier de la politique ivoirienne? Élément de réponse, c'est dans ce journal. L'humanité a célébré la journée internationale durant ce 11 mars 2021. Vous aurez dans cette édition d'information les explications d'un spécialiste sur les causes de cette maladie. Le sélectionneur guinéen Didier Six a rendu public ce jeudi 11 mars la liste des 23 joueurs sélectionnés au compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Quels sont les nouveaux joueurs qui figurent sur cette liste? Vous aurez la réponse dans un instant. Merci pour votre choix porté sur Star 21 TV pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, s'est éteint ce mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Ahmed Bakayoko a été un pilier de la politique ivoirienne du RDR puis au RHDP. Il jouissait depuis longtemps d'une forte popularité. Kadiatou Barry nous dresse le portrait de celui qu'on a qualifié d'un golden boy de la politique ivoirienne. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer, était une personnalité charismatique au parcours atypique. Avant de gravir les échelons pour devenir un pilier de la politique ivoirienne, ce natif de la commune d'Adjamé à Abidjan a grandi au sein d'une famille musulmane de la classe moyenne. Il part dès la fin du lycée pour le Burkina Faso afin d'y étudier la médecine. Il n'ira pas au bout. Après 2 ans, il décide de se consacrer au journalisme dont il fera plus tard sa profession. À son retour à Abidjan, il commence à militer au sein du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, un syndicat proche du parti au pouvoir d'alors, le PDCI-RDA. Sa rencontre avec Alassane Ouattara au début des années 2000 lui permettra de se tailler une carrure d'homme politique. En 2003, à 38 ans, il devient ministre pour la première fois. Il ne quittera jamais le gouvernement. Le charismatique d'Ahmed Bakayoko Ouambak, comme les Ivoiriens aimaient bien l'appeler, parvient à conserver des liens de confiance dans les deux camps pendant la crise politico-militaire. La diversification de son réseau lui a permis de s'imposer comme un négociateur dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. Nommé le 30 juillet 2020 en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, ministre de la Défense, il aura été à la tâche sur différents fronts, notamment sur celui du dialogue politique et de la cohésion sociale. Ses toutes premières sorties ont été des visites à certains leaders religieux. Il s'agissait pour lui de requérir leurs prières et soutien dans la promotion de la paix, du dialogue et de la réconciliation au sein des différentes communautés sociales et politiques ivoiriennes. Ahmed Bakayoko rencontrera par la suite les responsables des partis politiques et de la société civile. À la veille de l'élection présidentielle d'octobre 2020, il ira à la rencontre des populations de Bonoua, Daoukro, Divo et Gagnoa, des zones qui avaient connu des mouvements de violence et des conflits d'interethniques. Grâce à sa sincérité, il réussit à ramener l'opposition à la table des négociations et surtout a amené celle-ci à participer aux législatives du 6 mars dernier sans heurts. Apprécié de l'ensemble de la classe politique ivoirienne, Ahmed Bakayoko était maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Il venait également d'être réélu député de Séguéla. Il était marié et père de 4 enfants. Et puis, des ressortissants ivoiriens vivant en Guinée ont exprimé leur compassion ce jeudi suite à cette disparition de Ambak, comme il était surnommé par ses compatriotes, ont su ses réactions. Nous venons de perdre notre Premier ministre, Ahmed Bakayoko, appelé communément Ambak, qui est ami de la jeunesse, ami de tout le monde. Nous l'avons perdu, il est décédé des suites de maladie et c'est un choc pour nous ici. Donc, dès que nous avons reçu l'information,
nous avons automatiquement relayé l'information de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée et aussi le bureau a adressé toutes ses condoléances. Donc je profite de ce temps pour adresser au nom de toute la communauté de Guinée, à mon nom personnel, les condoléances les plus attristées. D'abord à notre cher président Alassane Ouattara, à toute la famille de l'Ulysse disparu, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes résidant en Guinée, et aussi aux Ivoiriens et Ivoiriennes résidant sur le territoire ivoirien. C'est effectivement comme ça, tout le monde a appris la nouvelle et j'avoue que nous avons été sous le choc. On a déjà présenté les condoléances. Effectivement, nous présentons les condoléances à la grande famille du RHDP, du défunt, la famille biologique, à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et particulièrement de la Guinée. De retour en Guinée pour parler désormais de la politique de chez nous, le chef de file de l'opposition parlementaire et quelques membres de son cabinet ont rencontré ce jeudi certains détenus politiques à la maison centrale de Conakry. Mamadou Sylla déplore le fait que ses opposants restent incarcérés sans jugement. Il interpelle également la justice à organiser sans délai un procès à l'intention notamment de ces détenus politiques. Oumar Condé. Finalement, le chef de file de l'opposition a pu rencontrer les détenus politiques à la maison centrale de Conakry. Sur 69 prisonniers, il a pu voir 55. Il affirme les avoir réconfortés. On peut dire que vraiment on est très satisfait de notre démarche parce que tous ceux qui ont pris la parole et ils ont tous nous ont félicités, remerciés et nous encouragés de continuer de ce que moi et mon équipe sont en train de faire. Moi-même, j'en ai fait 12 jours ici. J'ai relaté ça. Et dire qu'on a vu des gens sortir en prison, automatiquement on les envoie s'asseoir sur le fauteuil du président de la République. Mamadou Sylla a déploré le fait que ces prisonniers n'aient pas bénéficié de procès. Il interpelle la justice. C'est le lieu de dire au ministère de la Justice et les magistrats ou les procureurs, tous ceux qui ont ce dossier-là au niveau de tribunaux, qui puissent se diligenter et faire rapide, essayer de juger. Et on a vu des gens qui ont dit qu'ils ont fait 6 mois sans avoir un avocat, sans qu'on le demande. Sans juge, personne, pas de visite, rien. Et on a eu des gens qui ont dit 120 jours, tels que Ousmane et Ba de Kindia. C'est cette demande présent qu'on dit à la justice de faire tout pour programmer ces dossiers-là, différents dossiers, et de les juger, ceux qui sont coupables, de les juger, et ceux qui ne sont pas coupables, de les libérer aussi. Selon Mamadou Sylla, son rapprochement avec le président Alpha Condé lui permet de lui alerter sur certains sujets sensibles. Il dit être prêt à préserver la paix et la quiétude sociale. Mercredi 10 mars dernier, les avocats du journaliste Amadou Julde Diallo n'ont pas pu obtenir gain de cause après avoir relevé appel contre son mandat de dépôt. Maître Alseni Diallo, son avocat, annonce d'autres procédures en cours les jours prochains. Bintou Souma et Alassane Souma. Arrêté le 27 février pour offense au chef de l'État et placé sous mandat de dépôt le 1er mars, Amadou Julde Diallo va continuer à croupir en prison. La chambre de contrôle de la cour d'appel a mis le dossier en délibéré en confirmant l'ordonnance de sa mise sous mandat de dépôt. Mais ses avocats ne comptent pas baisser les bras. Ce que nous comptons faire à partir de là, c'est quoi? C'est que Amadou Julde Diallo n'a pas encore été entendu au fond par le juge d'instruction, par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Conakry de Dixine. Alors, nous allons nous atteler à cela, à ce qu'il soit entendu sur le fond. Et dès après cette audition sur le fond, nous allons directement déposer une demande de mise à liberté en sa faveur. Et comme la loi nous le demande à chaque étape de la procédure, le prévenu ou l'inculpé peut demander une mise à liberté en sa faveur. Donc c'est ce que nous allons faire les prochains jours. À date, l'historien et journaliste passe sa 13e journée en détention. Un acte que condamne son avocat, Maître Alseni Aïssata.
Oui, ce que je peux ajouter, c'est que je regrette les circonstances, les conditions dans lesquelles il a été kidnappé, parce qu'il n'a jamais été interpellé dans les règles de l'art. Il a été kidnappé, alors que c'est un citoyen guinéen. On pouvait lui adresser une convocation, une première, une deuxième, comme la loi le recommande. C'est quand il n'obtempère pas, il ne se présente pas, que c'est en ce moment que le procureur serait amené à ordonner sa comparution forcée. Mais ça n'a jamais été le cas. Il n'a jamais reçu une convocation. On l'a kidnappé, happé, comme un épervier happerait un oiseau. C'est grave, un pouchet. C'est extrêmement grave, nous le dénonçons. Déjà, un collectif de journalistes a été créé pour défendre le doyen Amadou Diallo. Tous souhaitent que la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée soit appliquée. Au terme de la dite loi, un journaliste ne va pas en prison pour diffamation ou offense. Et puis un tour au Sénégal pour dire que le débat sur la crise politique sénégalaise suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko s'invite à Conakry. La plupart des ressortissants rencontrés ce mardi condamnent les violences enregistrées récemment dans le pays. Ils pointent tout de même un doigt accusateur contre l'opposant qui a été arrêté pour viol. Ibrahima Soribari, reportage. Dakar, la capitale du Sénégal, a été le théâtre de violents affrontements ces derniers jours et qui ont fait au moins 4 morts et des dégâts matériels importants. Des violences consécutives à l'arrestation du député et opposant Ousmane Sonko accusé de viol. Une situation que déplorent des ressortissants sénégalais vivant en Guinée. Je pense que ces violences-là, si Sonko est responsable. Parce que si la loi te convoque en tant que concitoyen, tu dois aller répondre sans bruit. Mais appeler les autres d'aller détruire le bien des autres, c'est très mauvais. De ça, est-ce que si nous continuons ça, violence sur violence, détruire les autres, bien des autres, ça c'est de la pure jalousie. Face aux actes de vandalisme qui ont touché des commerces, stations, banques et autres entreprises françaises, Amadou Diouf lance un appel à ses compatriotes sénégalais. Je leur demande de chacun de se ressaisir et penser au bien du pays au lieu de penser au bien d'une personne. Car tu es né sénégalais, tu n'es pas né sénégalais, tu es sénégalais, tu vis au Sénégal, parce que c'est à cause de la paix que tu es là-bas. Notre tentative d'avoir la version de l'ambassade du Sénégal en Guinée est restée vaine. L'un des responsables trouvés sur les lieux nous a indiqué qu'ils n'ont rien à dire face à cette situation. Lundi soir, le président Macky Sall a lancé un appel au calme. Ousmane Sonko, qui a bénéficié d'une liberté provisoire, a pour sa part appelé à des manifestations pacifiques. On reste sur le même dossier. Des membres du collectif de soutien à Amadou Diallo COSAD ont rencontré ce jeudi Diallo Suleiman Ba, PDG du groupe Lynx Lance. Il a été question de trouver une issue favorable pour la libération du journaliste et historien. C'est un compte rendu de Mariam Bari et Ibrahima Paye Kamara. Lancé mercredi par des journalistes reporters à Conakry, le collectif de soutien à Amadou Diallo, COSAD, a fait sa première sortie ce jeudi. Ses membres ont conféré avec le doyen de la presse guinéenne, Diallo Suleiman. L'objectif est de trouver des voies et moyens pour obtenir la libération du journaliste et historien emprisonné depuis le 1er mars. Nous allons rencontrer d'autres associations encore et nous demandons à toute la presse guinéenne que nous ne sommes que devant. Le combat qui est là, c'est le combat de tous les journalistes guinéens et nous allons nous battre jusqu'à ce que le doyen soit libéré de la prison et qu'il soit jugé en fonction de la loi prévue pour les journalistes. Pour mener à bien leur combat, ces reporters ont entamé quelques actions. Nous faisons des communications sur les réseaux sociaux tous les jours. À travers le nombre d'emprisonnements du doyen, je crois que ça commence à porter fruit parce que même ceux qui ne sont pas journalistes actuellement ont repris la chose et on demande à tout le monde, que ce soit la société civile, que ce soit tous ceux qui veulent la promotion de la liberté de presse dans le pays, de se joindre à nous. On n'est pas en train de se battre pour le doyen, mais nous sommes en train de nous battre pour notre cause. Les membres de ce collectif demandent à toute la presse guinéenne de se joindre à leur mouvement pour préserver la liberté de la presse en Guinée. Ils demandent également à la haute autorité de la communication de s'autosaisir du dossier afin d'assumer leur responsabilité, qui est celle de protéger tous les journalistes en Guinée.
Page santé dans cette édition d'information placée sous le terme notre regard sur la pandémie y est peut-être pour quelque chose. L'humanité a célébré la journée internationale durant ce jeudi 11 mars 2021. À cette occasion, nos reporters sont allés à la rencontre d'un spécialiste pour comprendre les causes de cette maladie. Yaye Oumou, Bari et Moustapha Diané nous signent ce reportage. Le 11 mars de chaque année est célébrée la journée internationale du rein. Elle vise à sensibiliser les populations mondiales sur les maladies rénales. Ce spécialiste en parle. Je rappelle d'abord que cette journée mondiale du rein a été inaugurée en 2006 à l'initiative de la Société internationale de néphrologie, des fédérations et des fondations du rein. L'objectif, c'est de sensibiliser la population, les décideurs politiques, les professionnels de santé sur les maladies rénales et leur fréquence, leur gravité et les possibilités de prévention, les possibilités de dépistage et les possibilités de traitement. C'est ça l'objectif de la Journée mondiale du rein. Selon les récentes données statistiques du ministère de la Santé de la Guinée, environ 10% de la population guinéenne souffre de l'insuffisance rénale. Professeur Alpha Oumar Ba invite les Guinéens à privilégier le dépistage pour éviter le pire. Mais il faut noter que les maladies rénales sont silencieuses. Donc il n'y a pas de signes apparents, sauf au stade terminal. Donc le mieux, c'est de se faire dépister au moins une fois par an. Le dépistage ne coûte rien et il n'est pas très difficile. Juste un petit examen d'urine qui coûte 5 000 francs. Et un petit examen de sang. Et mesurer la tension artérielle. Maintenant, pour la prévention, je disais, de ces maladies, il faut traiter l'hypertension, il faut traiter le diabète, il faut traiter les infections. Les reins sont situés sous les côtes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils assurent la filtration du sang et l'évacuation via l'urine des déchets du corps. Cet organe est aussi responsable de nombreux éléments essentiels à la stabilité de notre organisme. Cependant, il peut être affecté par des maladies. Ce médecin conseille une alimentation saine et équilibrée pour tous. Et puis sur le plan sanitaire, l'augmentation des cas confirmés de Covid-19 en Guinée inquiète les citoyens. Pour freiner son ampleur, les autorités du pays menacent de fermer les écoles. Des encadreurs du secteur de l'éducation ont réagi à cette actualité ce jeudi 11 mars. Suivez ce reportage de Mamadou Binta Diallo. L'éventualité d'une fermeture des écoles en Guinée à cause de la pandémie de Covid-19 préoccupe des acteurs du secteur. Selon l'administrateur général de cette école, ce n'est pas la meilleure solution. Les maîtres véhiculent toujours ce qu'on appelle les informations par rapport à la pandémie. Maintenant, si les écoles sont fermées, moi je peux dire que la fermeture des écoles tuera beaucoup plus de personnes que la Covid-19, la propagation du virus. Et alors, deuxièmement, ce qu'il faut signaler, depuis ce qu'on appelle qu'il y a eu cette pandémie, nous n'avons pas encore eu un cas dans les différentes écoles. Donc c'est quelque chose d'abord à saluer. Et la fermeture de l'école ne serait pas ce qu'on appelle une bonne chose pour les écoles. Cet autre enseignant n'opte pas pour la fermeture des écoles. Il donne ses raisons. En tant qu'enseignant du privé, je pense qu'avec la fermeture des écoles, ça sera un autre problème pour tous les enseignants. En général, mais surtout les enseignants du privé en particulier. Parce que là, on dit ce que tu enseignes, c'est ce que tu reçois. Et l'année passée, on a vu beaucoup d'enseignants ont quitté des écoles par rapport à ça. Et aussi, je lance un appel à tous les fondateurs, de faire de telle sorte que si il y a fermeture des classes, c'est de mettre les bouchées doubles pour un peu aider les professeurs à subvenir à leurs besoins. Pour avoir des meilleurs résultats aux examens nationaux, cet élève lance un appel aux autorités du secteur éducatif. Vraiment, je ne pense pas que c'est une bonne idée, car ça ne nous permettra pas de finir les programmes. Je préfère qu'on continue les études. Parce que là, c'est un avantage pour nous qu'on termine les programmes lors des examens. Parce que les ciseaux qui seront donnés seront en faveur du programme.
élèves, enseignants et encadreurs lancent un appel aux autorités de l'éducation guinéenne et aux membres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de laisser les écoles ouvertes. Sport dans cette édition d'information dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le sélectionneur guinéen Didier Six a rendu public ce jeudi 11 mars 2021 la liste des 23 joueurs. 6 nouveaux joueurs figurent sur cette liste, dont 4 locaux. Écoutez le sélectionneur guinéen au micro de Ibrahim Diallo. La liste. En tant que gardien, Ali Keita, Moussa Kamara, Koné Ibrahim, ça ne change pas. Défenseur, Isiaga Silla, Bangoura Mohamed, Sonkon Ibrahima Sori, de Saint-Tron, parce qu'il y en a un deuxième après. Non, pas de Sonkon, excusez-moi, c'est de Comté qu'il y a deux. Kamara Nabi, du Afia. Kamara Mohamed Ali de Berne, des Young Boys de Berne, So Saïdou de la S Saint-Etienne, Kanté Ousmane du Paris FC, Comté Ibrahima Sori de Niort, parce qu'il y aura un deuxième Comté, qui sera Maïbra, Traoré Mohamed Khalil de Kamsar, milieu de terrain Diawara Amadou de la Roma, Kamara Mohamed Madi de Olympiakos, Mara Kenzo de Slovan Liberec, Keita Nabi de Liverpool, Silla Morley de Oroya, Comté Ibrahima Sori Maïbra du FC Beroué, Kane Mamadou de Nashvit Bakou. Attaquant Barry Yakuba Nyanya du Oroya, Kaba Sori de Midtjylland, Bayou Mohamed de Clermont et Kamano François de Lokomotiv de Moscou. Voilà notre liste de 23 pour ces deux matchs. Et puis, l'Allemand Thomas Bach a été réélu mercredi 10 mars 2021 pour un mandat de 4 ans à la tête du Comité international olympique CIO. C'est un commentaire de Mamadou Salou Diallo. Reconduit à la tête du comité international olympique, le Bavarois âgé de 67 ans a obtenu 93 voix contre 1 voix pour son adversaire et 4 membres se sont abstenus. À l'issue de ce mandat, Bach ne pourra plus se représenter. Les statuts du comité international olympique prévoient en effet que le premier mandat est de 8 ans et renouvelable une seule fois pour 4 ans. Le Bavarois a à son actif une sécurisation à long terme des intérêts du Comité international olympique et une assise financière à l'organisation des Jeux olympiques. Par contre, les 3 dernières éditions des Jeux olympiques ont été marquées par des polémiques, en particulier l'épisode de la tricherie riche en 2014, 2016 et 2018, qui ont poussé le CIO à encourager la centralisation des tests antidopage par l'Agence de contrôle international. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous. Avant de se quitter, un conseil, portez les masques, lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique et respectez les mesures barrières. Bonne suite de programme sur les antennes de Star 21 TV. Au revoir.